Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que dans la salle, vous nous voyez bien? Est-ce que vous pouvez peut-être réagir dans le chat pour nous confirmer que, il n'y a pas de souci technique? Oui, super, merci Fanny. Eh bien alors, ah bah super, plein de réponses, super. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes à cet atelier cet après-midi sur la place des femmes dans l'IAE. Et puis merci particulièrement à nos 3 intervenantes que sont Colline Desré-Favre, qui est chargée de mission emploi IAE à la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, Farida Belkir, qui est inspectrice à l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, et qui est rédactrice du rapport IAE 2023. Et enfin, Amélie Pierre, chargée de mission à l'ARACT Grand Est, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Je suis Aurélie Mar, responsable du produit pilotage de l'inclusion. Je suis accompagnée par Élodie Bonnet, qui est chargée de déploiement et puis aussi chargée de mission IAE à la DETS de Haute-Garonne. Nous sommes ensemble cet après-midi pour 45 minutes, donc 30 minutes à peu près d'échange avec les intervenantes et puis après 15 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat dès maintenant. Élodie va les prendre en compte et puis aussi, pourquoi pas, partager vos bonnes pratiques, vos réflexions. En quelques mots, Pilotage de l'inclusion, c'est un produit de la plateforme de l'inclusion qui vise à favoriser l'efficacité des dispositifs d'inclusion par le biais de la donnée, la valorisation et la diffusion de données. Alors, notre équipe outille tous les acteurs, qu'ils soient institutions, prescripteurs, SIAE, en fonction de leurs différents besoins pour suivre et piloter leur activité autour de l'inclusion, mais aussi prendre du recul par des analyses thématiques. Et c'est ce qui nous a mené en 2023 à nous pencher sur la question des femmes dans l'IAE. Alors, première question, Farida, vous qui avez rédigé le rapport IGAS-IAE en 2023, est-ce que vous pensez que ce sujet méritait de s'y pencher ou est-ce qu'on a perdu notre temps ? Non, je pense qu'on n'a absolument pas perdu de temps et qu'au contraire, il était temps enfin de s'y pencher. Un des constats principaux, et vraiment une des choses qui nous a frappé à l'occasion de nos déplacements sur le territoire et dans les SIAE, on en a vu énormément représentatifs de chacune des catégories des structures de l'IAE. C'était qu'en fait, les métiers qui étaient proposés étaient concentrés essentiellement dans 3 champs d'activité. Dans lesquels, en fait, on a retrouvé essentiellement des hommes. Quand on se déplaçait sur le terrain, vraiment, on rencontrait que des hommes. Et quand on allait dans les chantiers d'insertion, donc voilà, on nous disait c'est de l'activité de transport, de logistique, d'entretien d'espaces verts. Donc vous comprenez, c'est pour ça qu'il y a quasi que des hommes. Ce sont des métiers qui sont plutôt des métiers masculins, nous disait-on. Et donc là, dans notre esprit, et quand bien même ça n'était pas dans la lettre de mission et dans le mandat qui nous était confié, a germé dans notre esprit quand même une petite interrogation qui était, on a là un dispositif de politique publique qui vise à favoriser l'insertion professionnelle, mais également la levée d'autres freins périphériques, et qui peut-être en fait produit un certain nombre de biais qui ne facilite pas l'insertion professionnelle d'une partie de la population, à savoir les femmes. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, en fait, il faudrait regarder un peu plus finement les choses et comment, en fait, ce dispositif est orienté au regard, et là, vraiment au prisme du genre, et en allant un peu plus finement que l'analyse qui était la nôtre et qui était une analyse par métier, secteur d'activité, et en regardant un peu le nombre d'ETP dans l'IAE, si c'était plus des hommes ou plus des femmes. Et là encore, on avait constaté que c'était majoritairement des hommes, mais ce qui était cohérent avec finalement le constat qu'on faisait sur les métiers qui étaient proposés. Et donc, à partir de là, on a formulé cette recommandation qui était avoir une analyse des dispositifs d'insertion et des pratiques professionnelles dans l'IAE au prisme du genre, avec l'intuition que une part essentielle en fait du budget qui était dédié à l'insertion par l'activité économique était en profiter finalement plutôt aux hommes qu'aux femmes. Merci beaucoup. Et alors, d'ailleurs, suite à cette recommandation, nous avons, côté pilotage de l'inclusion, développé en 2023, comme je le disais, 2 tableaux de bord sur le sujet.
un premier tableau de bord, vous l'évoquiez, qui permet de regarder la répartition du budget dépensé donc au niveau des ETP. Est-ce que ça concernait des femmes? Est-ce que ça concernait des hommes? Donc là, c'est un tableau de bord qui permet de regarder la situation en 2023, en 2024, de voir l'évolution. Et un deuxième tableau de bord qu'on a développé, là plutôt autour des candidatures, pour pouvoir regarder un peu finement, voilà, qui sont les candidats, quelle répartition hommes-femmes, qui oriente le plus de femmes, quels sont les types de structures d'insertion qui les recrutent le plus, et puis aussi une analyse par métier pour voir les différentes dynamiques. Farida, comment vous accueillez ces tableaux de bord et comment vous pensez qu'ils peuvent être utiles aux acteurs de l'écosystème? Moi, je les accueille avec beaucoup de voix. Je pense qu'ils sont effectivement très utiles et très éclairants pour venir documenter de façon particulièrement robuste cette intuition qu'on avait eue. On voit qu'effectivement, l'analyse du budget, de la façon dont c'est réparti est plutôt, et même pas plutôt, mais très défavorable aux femmes. On a une analyse des candidatures et donc aussi d'où elles viennent et donc des prescripteurs, ce qui permet aussi d'avoir un travail un peu fin sur qui oriente et donc comment ces gens orientent, quelles sont les considérations qu'ils et elles prennent en compte et comment ils peuvent déconstruire aussi un certain nombre de biais. Donc je trouve qu'ils sont extrêmement utiles parce qu'ils permettent de poser un diagnostic, de le partager et il est encore une fois documenté, robuste et incontestable. Et à partir de là, précisément de se poser des questions de politique publique, de comment est-ce qu'on fait évaluer encore une fois nos pratiques en termes d'orientation, comment est-ce qu'on déconstruit un certain nombre de biais, comment est-ce qu'on essaye d'avoir une attention particulière pour les femmes dans l'insertion par l'activité économique. Et donc là, on passe vraiment dans la phase action. Donc je trouve qu'ils sont particulièrement précieux. Écoutez, merci, ça fait plaisir. Et donc, en effet, voilà, ce qu'on a voulu faire, c'est créer des outils pour que chacun, quel que soit son niveau d'intervention, que ce soit au national ou en local, puisse regarder, faire un état des lieux des dynamiques sur son territoire, voilà. Et puis après, voilà, à partir de cette prise de recul, construire et piloter des plans d'action pour agir sur la place des femmes dans l'IAE. Et donc maintenant, je vous propose d'échanger sur cette action en faveur de la place des femmes dans l'IAE. Donc d'abord, pour commencer, on peut s'interroger sur les spécificités des profils des femmes qui doivent être prises en compte pour travailler sur leur accès. Donc, Colline, pour commencer, quels freins à l'emploi touchent particulièrement les femmes? Merci Aurélie. Bonjour à toutes et toutes. Donc Colline Derefab, moi chargée de mission emploi IAE à la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc effectivement, pour le premier élément, c'est que les femmes sont confrontées à des inégalités structurelles sur le marché du travail. Orientation vers des métiers donc disgenrés, ça a été évoqué juste avant, avec les constats dans le cadre de la mission IGAS, avec selon des capacités qui seraient genrées, du coup des orientations vers plutôt tel ou tel métier, des interruptions de carrière, de parcours professionnel, souvent des temps partiels subis, des périodes d'inactivité qui sont liées notamment à la vie familiale ou à des grossesses par exemple. Et du coup, les femmes sont plus exposées à la précarité que les hommes face à l'emploi. Donc ça, c'est un fait assez général et qu'on va retrouver particulièrement aussi dans le public en parcours d'insertion à l'entrée des SIE et dans la durée de l'accompagnement. Peut-être quelques freins ou en tout cas spécificités particulières effectivement qui complexifie l'insertion, l'accès à l'emploi et l'insertion professionnelle et tout l'accompagnement. Effectivement, la question, et je vois que ça apparaît déjà dans le chat de mode de garde, sachant que plus de 80% des familles monoparentales sont des mères qui élèvent seuls leurs enfants. Donc la question de l'accès au mode de garde est cruciale. Et on fait le constat qu'il y a une offre diversifiée en France de différents types de modes de garde, mais peu adaptés aux familles en situation de précarité. Donc par exemple, il y a quand même un manque de dispositifs adaptés au niveau des ressources que ça va nécessiter, on observe aussi connaissance des différents types de modes de garde qui peut exister, des réticences aussi qu'il peut y avoir au fait de confier de telle ou telle manière son enfant. Et c'est vrai que du côté des modes de garde proposés, donc soit les crèches ou aussi assistantes maternelles, d'autres, mais notamment au niveau des crèches par exemple, il y a aussi quand même un modèle économique qui est peu adapté avec notamment un critère de priorisation
d'emploi. Souvent, occuper un emploi, c'est le fait d'occuper un emploi qui permet d'avoir une place en crèche, donc qui est tout de suite du coup un frein et une discrimination pour les personnes qui seraient sans emploi. Et du côté du coup des familles plutôt en situation de précarité, les besoins en termes d'accès au mode de garde qui sont observés, c'est vraiment le fait d'avoir un recours plus ponctuel. Donc il y a cet enjeu aussi du volume horaire. On voit, je pense, alors et qui se développe tant mieux les crèches à VIP, donc à vocation d'insertion professionnelle par exemple, mais où c'est 10 heures hebdomadaires. Donc il y a vraiment cet enjeu de rythme et de pouvoir confier ponctuellement. La question des horaires aussi atypiques qui là revient beaucoup, hein, mais qui doit du coup d'adéquation entre les modes de garde et les métiers ou les disponibilités des personnes. Donc un enjeu en tout cas fort sur le fait d'avoir un accueil voilà, plus adapté. Et ça nécessite du coup une démarche vraiment volontaire, volontariste et proactive des établissements d'accueil des jeunes enfants avec des pratiques d'accompagnement indispensables. Et ça demande du coup une gestion très 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 fine des plannings, une souplesse dans l'accueil, un accompagnement aussi lié à la parentalité, des professionnels formés aussi sur ces enjeux-là et de s'inscrire dans un réseau partenarial. Mais en tout cas, voilà, ce sujet des modes de garde est vraiment un point fort et qui ressort beaucoup et d'ailleurs faire référence comme à la loi plein emploi et la déclinaison à venir dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi où les modes de garde sont explicitement cités dans la loi comme relevant, enfin pouvant représenter un frein important, voire du coup une incapacité à accéder à l'emploi. Donc un élément extrêmement important. Peut-être une autre dimension où les femmes vont être particulièrement touchées, c'est la question des violences, notamment donc les femmes victimes de violences. Que ce soit violence antérieure ou intrafamiliale, donc dans la sphère privée, mais aussi sur le lieu de travail. Donc c'est un élément aussi extrêmement important pour les structures, que ce soit insertion, mais pas que, d'avoir d'être sensibilisé à ce sujet-là. Et parce qu'on sait que dans les femmes en situation de précarité, on peut estimer que 100% des femmes en situation de précarité ont subi des violences, que ce soit, donc je disais, des violences de genre, des violences intrafamiliales ou autres. Donc c'est un élément extrêmement important à prendre en compte et d'autant plus en tant qu'SIAE, il y a une responsabilité employeur aussi qui incombe à la structure de prendre en compte cette dimension et de pouvoir vraiment un enjeu de repérer, accompagner et en interne, mais aussi dans une dynamique partenariale. Je vois aussi qu'il y a les CI d'AFF qui se manifestent dans le chat, qui sont en la matière vraiment des partenaires privilégiés et aussi peut-être une population, enfin un public spécifique qui va être le public en situation de prostitution ou de sortie de prostitution aussi, qui a souvent un accès vraiment très difficile, limité à l'insertion pro et à l'IAE. Donc ça aussi un vrai enjeu et avec là pour le coup en termes de violence, des violences multiples subies par les personnes en situation de prostitution, notamment dans la plupart des cas liés aussi au parcours migratoire. Savoir qu'il y a quand même plus de 90% des personnes concernées qui sont des personnes étrangères sans droit administratif, des difficultés du coup aussi administratives qui représentent vraiment un frein, notamment les renouvellements, l'enjeu de renouvellement de titres de séjour, notamment un frein dans l'accès aux structures, mais aussi une fois qu'on est en emploi, des renouvellements qui tardent et qui malheureusement amènent aussi souvent à des ruptures de parcours. Enfin voilà, du coup des éléments, donc des modes de garde, la question des violences qui est quand même un frein en soi, la question de penser aussi la santé, il y a des spécificités aussi, mais qui peuvent rejoindre, mais penser les leviers et les freins dans l'accès à l'emploi et pendant le travail, sachant que les femmes se retrouvent aussi souvent quand même sur des métiers peu qualifiés, précarisés, qui vont du coup aussi pouvoir exacerber en matière de risques professionnels ou de risques psychosociaux aussi, et des maladies féminines spécifiques aussi à prendre en compte, plus tout ce qui peut après être lié et qui refait comme le lien avec la question des modes de garde aussi, où je disais au début, des grossesses par exemple, ou qui rendent le parcours professionnel spécifique par rapport aux hommes. Voilà pour les quelques points. Merci Colline. On voit la complexité du sujet. Amélie, quel regard porte l'ARACT sur le sujet, si on veut peut-être rajouter encore de la complexité Alors, on peut en rajouter. Alors, bonjour à toutes et tous. Effectivement, on a cité des freins qui sont effectivement des freins qu'on va dire plutôt réels, palpables, qu'on peut mesurer, voilà, avec des difficultés très, très particulières. Mais en gros, il y a des freins à l'emploi des femmes.
Et ce n'est pas que dans l'IAE, et c'est notamment les stéréotypes. Et les stéréotypes, c'est ce que finalement vous avez dit là avant toutes les deux aussi, c'est qu'est-ce qui fait que finalement des femmes n'accèdent pas à certains métiers qui vont être dits masculins. Et voilà, on a des chiffres ça qui sont valables dans tous les secteurs et pas que dans l'IAE. Pourquoi les femmes, elles sont cantonnées à 12 familles professionnelles alors qu'il en existe 87 voilà, on les retrouve particulièrement dans des métiers, on l'a dit, qui peuvent être très physiques. Et finalement, pourquoi la principale explication, c'est des stéréotypes qui fait que finalement, pourquoi on ne s'oriente pas en tant que femme vers tel métier? Du coup, ça pose la question aussi de la manière dont on s'imagine les activités support des structures de l'IAE. Et est-ce qu'en tant que femme, on se projette dans telle et telle activité ou est-ce qu'on ne s'y projette pas? De la même manière, en tant que structure, comment on présente les choses? Et aussi, quand on est prescripteur ou prescriptrice, est-ce que finalement, on va orienter de la même manière les hommes et les femmes vers telle et telle structure? Donc, c'est aussi déjà se dire, il y a ce frein qui est finalement dans nos têtes à tous et toutes, parce que voilà, on est tous immergés dans la société, on a tous des stéréotypes, et comment finalement on essaye d'en prendre conscience et de se dire de passer au-delà. Et alors, ça, c'est un gros frein finalement à ce qu'on va appeler globalement l'égalité professionnelle ou la mixité professionnelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles encore aujourd'hui, il existe des inégalités qui fait qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes accès à l'emploi. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Eh bien, c'est qu'on n'est pas exposé non plus aux mêmes risques professionnels. On n'a pas les mêmes parcours, on l'a dit. On n'a pas les mêmes conditions d'accès. On pourrait citer la formation. On a dit tout à l'heure, voilà, les parents isolés, c'est plus souvent des femmes. Oui, mais en tant que mère isolée, je ne vais pas m'absenter de mon domicile pour aller suivre une formation. Donc, je vais moins évoluer. Et ça, c'est pour ça que c'est très intéressant ce que vous avez produit, les chiffres, que les chiffres ils soient sexués, qu'on puisse ne pas avoir simplement une donnée globale qui nous dit, voilà, c'est bien, il y a des hommes et il y a des femmes dans l'IAE, ok, super. Mais qu'est-ce qu'ils font? Où elles sont les sorties positives, qui entre en formation, qui se forme, qui entre sur quel type de support. Parce que finalement, le fait de les sexuer, les données, ça permet une analyse plus fine et ça permet en tout cas d'identifier des actions qui vont être plus adéquates que si on regardait uniquement le chiffre global. On peut donner des exemples dans des structures qui vont avoir des activités support diverses et souvent des activités support une dite de métier plutôt masculin et une autre de dite métier plutôt féminin, la structure va vous dire, moi, je n'ai pas de problème de mixité. Admettons, je suis à 40-60. Alors, les chiffres comme ça, globaux, paraissent bien, mais si vous regardez dans le détail, vous allez avoir les femmes concentrées sur un support d'activité et les autres sur un autre support d'activité, les hommes. Donc, au final, les chiffres sexués donnent quand même des éléments d'information, de se dire où se situent les hommes, où se situent les femmes. Et forcément, du coup, ça va avoir un impact sur les parcours. Alors après, la structure, elle n'est pas toute seule dans ce secteur de l'IAE avec ses petits bras pour pouvoir essayer de faire bouger les choses. Et on voit bien là que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont engagés et qui vont pouvoir faire changer les choses. Là, on est vraiment sur une problématique, en tout cas, où tous les acteurs du secteur doivent s'impliquer. Merci Amélie. Et en parlant de s'impliquer, là, on va pouvoir se concentrer sur comment faire pour agir, compte tenu des spécificités qu'on a pu évoquer jusque-là. Farida, quelle piste de travail vous avez relevée durant votre travail pour le rapport IAE que vous avez rédigé? Oui, dans les pistes de travail et un peu dans le prolongement de tout ce qui vient d'être dit, il y avait la question de, précisément à partir de ces données que vous avez produites et parce qu'elles sont, et je crois qu'il faut insister là-dessus aussi, territorialisées, que les acteurs puissent s'en emparer au niveau départemental et commencer à travailler finement avec les prescripteurs, avec Pôle emploi, avec les différentes structures, avec les personnes concernées aussi, à la levée en fait, des freins périphériques qui sont quand même assez bien connus, assez largement documentés. Comment est-ce qu'on facilite le retour à l'emploi d'une femme qui a par ailleurs des soucis de garde, ou des soucis, en tout cas un impératif de garde d'enfant, plutôt pour le dire comme ça. Et donc, comment est-ce qu'ensuite la puissance publique articule l'ensemble de ces dispositifs? Encore une fois, la vertu d'avoir ce pilotage au niveau départemental et potentiellement sous l'égide du préfet de département, c'est de pouvoir raccrocher
l'ensemble de ces dispositifs, la question de est-ce qu'il faut plus de places en crèche, comment est-ce qu'on réserve éventuellement un quota de places pour des femmes qui seraient inscrites dans des parcours de retour vers l'emploi, que ce soit dans l'IAE, mais pourquoi pas aussi dans de la formation professionnelle de façon plus large. Et donc voilà, réussir à tenir un peu tous les bouts des dispositifs de politique publique qui aujourd'hui sont traités finalement, ou en tout cas poursuivis de manière complètement cloisonnée. Donc c'est un peu ce décloisonnement dont on pensait qu'il serait assez vertueux, sans quoi on resterait aussi seulement au stade du constat. Donc c'est pour ça que dans les recommandations qu'on faisait aussi sur l'organisation, le pilotage de l'IAE, on disait il faut sortir d'une espèce de pilotage qui est un pilotage vraiment gestionnaire, quoi. Aujourd'hui, dans les services déconcentrés de l'État, où on a une enveloppe, grosso modo, qui est attribuée en début d'année, et on suit un peu la consommation des crédits, un pilotage beaucoup plus stratégique sur comment est-ce qu'on développe des opportunités d'emploi en lien avec ce qui existe sur le territoire, première chose, et comment on regarde un certain nombre d'objectifs qu'on pourrait se donner, et par exemple cette question de la place des femmes dans l'IAE, on peut mettre autour de la table d'autres services de l'État qui concourent à la levée effective de ces freins périphériques et venir croiser et démultiplier les facteurs de succès à travers tous ces dispositifs. Merci Farida. Amélie, vous avez mené un travail très tourné vers l'action dans votre région. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et puis nous partager peut-être ce qui peut être particulièrement inspirant pour les participants de notre atelier? Le micro. Parmi les micros, voilà, excusez-moi. Alors oui, on a mené un travail en Grand Est et plus particulièrement sur le département de la Meuse, où c'est en fait à la base de ce travail, en fait, on a été contacté par la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité de ce département, qui avait été elle-même sollicitée par la directe à l'époque de dire, bah voilà, on voudrait mettre une clause mixité pour nos structures de l'IAE, mais c'est bien beau de le dire, mais au final, on le dit, mais on ne les aide pas à faire. Donc, comment finalement, plutôt que de passer vers une obligation, on va aller plutôt sur une incitation et sur un travail collectif. Donc, on a mené avec une de mes collègues un travail avec une dizaine de structures de l'insertion de ce département-là, où on est allé voir sur le terrain qu'est-ce qui finalement freinait la mixité. Alors, pas que l'accès aux femmes à l'IAE, mais aussi peut-être l'accès aux hommes sur certains supports. Qu'est-ce qui freinait et finalement, qu'est-ce qu'on avait comme levier d'action possible. Donc, on a rédigé un guide qui s'appelle « La mixité, un outil pour l'insertion », dans lequel on dégage 4 grandes pistes et 4 grandes, on va dire, thématiques sur lesquelles les structures peuvent agir. Donc, il y a en partie un travail sur les stéréotypes, ce que je vous disais en introduction, un travail sur la communication aussi. Donc, comment finalement chaque structure peut communiquer vers l'extérieur, alors vers les candidats et candidates, mais aussi vers les prescripteurs et prescriptrices, comment on présente son activité et comment finalement on décale autre piste d'action, comment on ne parle plus de ces activités en termes de métier, mais plutôt en termes de compétences, ce qui facilite chacun et chacune à pouvoir se projeter vers une action, tout en rappelant aussi dans la communication que ces activités, c'est que des supports qui aident à construire un parcours et à acquérir des compétences. Et au final, on se rend compte que quand on parle des métiers plutôt en compétences, eh bien, ça nous permet de se dire, voilà, cette compétence-là, je peux la développer sur telle activité support, mais je peux aussi le développer sur telle activité support. Donc, ça demande aussi un travail, en tout cas en interne, avec les accompagnants, avec les structures, avec les prescripteurs, de travailler sur ces compétences et aussi dans les offres d'emploi, de se dire on arrête de parler métier, mais on parle d'action et de qu'est-ce qu'on va développer et de parcours. Ça, c'est une autre piste. Et puis, il y en a une aussi plus globalement sur l'organisation du travail. Donc, comment finalement, au sein de ma structure, je peux faire en sorte, peut-être, si j'ai la chance d'avoir un multi-support, peut-être de faire tourner aussi les candidats sur les différents supports et finalement de ne pas cantonner un candidat ou une candidate à un secteur. Donc, il y a pas mal de pistes. Dans ce guide, il y a aussi des témoignages.
Et il y a aussi un pas à pas, c'est-à-dire demain, moi, je suis structure, qu'est-ce que je peux faire? Par où est-ce que je peux démarrer ce travail-là? Sachant que ce n'est pas un travail qu'on peut faire tout seul. Hein. C'est aussi, et on l'a dit tout à l'heure, c'est intéressant d'embarquer au niveau du territoire un travail avec plusieurs structures, avec les prescripteurs, avec les acteurs de l'emploi, parce que ce n'est pas tout seul qu'on va pouvoir, voilà, ça va changer lentement, mais voilà. Moi, je n'ai pas fait encore l'exercice, mais je serais intéressée d'aller voir avec vos chiffres sur ce département si ça a bougé un petit peu ou pas. Et voilà, en tout cas, il y a des pistes concrètes, mais encore une fois aussi, il faut avoir les ressources pour faire. Et ça, c'est peut-être aussi une autre piste de se dire, il faut pouvoir dégager pour ces structures-là des temps de coordination et pour pouvoir aussi faire ce travail-là. Ça marche, merci Amélie. Pour continuer à s'inspirer ensemble, je vous propose de prendre toutes les étapes du parcours d'une personne face à l'IAE et peut-être pour commencer la phase de candidature et d'offre d'emploi. Donc Amélie, vous l'avez évoqué, hein, comment on peut travailler dès l'offre d'emploi pour quelque chose qui soit plus inclusif pour les femmes. Et je crois que vous avez fait des exercices même pratiques avec certaines des entreprises de votre territoire. Oui, oui, alors effectivement, avec la sortie de ce guide, on est aussi pas mal contacté par les départements voisins pour intervenir. Et donc, dans des départements voisins, on intervient aussi dans des journées de l'IAE où on leur dit effectivement, votre manière de communiquer, parler en compétences, que j'ai dit tout à l'heure, vous avez une super plateforme qui existe, qui n'existait pas il y a quelques années, mais maintenant elle existe. Vous pouvez présenter votre structure, vous pouvez présenter vos offres d'emploi. Donc, faites attention à la manière dont vous les tournez. Est-ce que si on est une femme, on arrive à s'identifier à ce type de métier? Même chose si on est un homme de l'autre côté. Et ça marche bien et ce n'est pas un gros travail, mais en tout cas, c'est un premier pas pour se dire, aussi bien pour les candidats, parce que cette plateforme, elle permet de faire des auto-candidatures et aussi à des prescripteurs d'inscrire. Mais si déjà je ne présente pas mon activité de la manière on va dire, si je présente mon activité de la manière la moins stéréotypée possible, déjà, c'est un pas vers l'ensemble des candidats. Voilà, donc c'est aussi se dire, vous avez des éléments de communication à votre disposition. Alors, il y a plein d'autres choses hein, que la plateforme. Il y a, si vous avez un site internet, si vous avez des plaquettes, voilà. En tout cas, communiquer et développer cette manière de communiquer en vous adressant aux femmes et aux hommes. Ça marche. Colline, maintenant, sur l'étape de l'accès à l'emploi en IAE, comment la FAS travaille sur le sujet de la garde d'enfants? Tu m'as parlé d'un groupe de travail. Oui, du coup, alors déjà aussi pour dire que ce groupe de travail, ou en tout cas le fait de travailler spécifiquement sur le sujet des modes de garde, il est vraiment venu du fait qu'on a commencé à travailler sur la question assez large de l'insertion professionnelle des femmes, avec d'ailleurs très concrètement, mais je pourrais peut-être renvoyer, on avait à l'époque pu rédiger des fiches pratiques à destination des structures qui reprennent un peu l'ensemble là, hein, comment je m'interroge, comment je travaille en amont, pendant l'accompagnement et en aval avec les employeurs, aussi bien sur la question des violences. On avait pu proposer un cycle de webinaires, d'ailleurs, enfin voilà, avec, toujours en partenariat, c'est notre manière de fonctionner avec notamment ARACT, ANACT, CIDFF ou d'autres acteurs. Et la question des modes de garde est venue un peu naturellement. Enfin, dès qu'on parle d'accès à l'emploi des femmes, ça vient assez vite comme un frein important. Du coup, voilà, on s'est dit il faut qu'on travaille dessus. Et puis la façon dont on travaille, alors rappeler aussi, parce que c'est important, la FAS, on a un réseau généraliste. Donc, on a effectivement des adhérents IAE, mais une grosse partie aussi de nos adhérents sont sur le secteur hébergement, logement, accompagnement social, donc qui traduit aussi une approche globale. Et par exemple, peuvent être aussi porteurs de dispositifs avec des places en crèche, par exemple, qui justement souvent développent pour répondre aux besoins des publics qui sont accompagnés. En tout cas, notre manière de faire, voilà, c'est de partir des pratiques, souvent parce qu'en fait, et comme très souvent les structures et notamment les associations innovent beaucoup, puisqu'elles se font face à des besoins qu'elles repèrent chez les publics et du coup une capacité de s'adapter, de trouver, alors avec ou pas suffisamment souvent de moyens, mais toujours en tout cas cette idée de créer, d'expérimenter. Donc partir voilà de ces pratiques-là, de voir ce qui fonctionne, les conditions de réussite pour que
ça fonctionne et de tirer les ficelles, d'être dans une logique de déploiement d'essaimages pour ce qui est vraiment de l'accompagnement structure pratique. Et après, au-delà, quand il s'agit évidemment, on est aussi dans des enjeux beaucoup plus politiques. Et ça, Farid l'évoquait tout à l'heure sur les enjeux de décloisonnement. Voilà, qu'on ne peut pas aborder la question de l'emploi et notamment l'accès à l'emploi pour tous et toutes si on n'aborde pas la question de l'accès aux soins, au logement, au mode de garde, ainsi de suite. Et ça nécessite du coup un décloisonnement à tous les niveaux. Donc, je disais, autant souvent les acteurs sur le terrain savent faire, le font, sont par contre quand même vite freinés. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Je disais, il y a une capacité d'innovation, d'expérimentation, mais voilà, ça demande un soutien et un soutien dans le temps. Il y a souvent les enjeux, enfin, on aime beaucoup les expérimentations, mais voilà, au bout d'un moment, quand ça s'arrête, comment on pérennise, comment on déploie. Donc ça, j'insiste parce que c'est extrêmement important. Un levier, par exemple, très concret dans le pacte des solidarités, il y a un fonds d'innovation dans vraiment l'axe justement sur la petite enfance, mais qui est plutôt fléché collectivité. Bah voilà, là, ça pourrait être le décloisonner et d'encourager, de favoriser du coup des partenariats collectivités-associations pour trouver des solutions justement davantage de création de places en crèche avec une dimension accompagnement parentalité, insertion professionnelle. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices motivées, mais souvent, voilà, c'est comment aussi on soutient et sur la durée. Il y avait eu un protocole insertion petite enfance il y a 2 ans, interministériel justement, qui avait pu faire émerger pas mal de pratiques innovantes justement, que ce soit, alors je pense qu'on parle de qualification, il y a les GEC aussi, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui sont aussi embarqués dans ces enjeux d'égalité professionnelle. Enfin voilà, quand même beaucoup de choses, mais ouais, faut qu'il y ait un soutien aussi au niveau là-dessus des politiques publiques à destination des acteurs de terrain qui eux trouvent des solutions. Et peut-être pour revenir concrètement sur mode de garde, nous, le fonctionnement, ça va être vraiment donc je vous parlais de fiches de webinaire, et là, sur cette question, au moins un premier niveau, c'est un besoin de la part des structures de se connaître. Ça peut paraître simple, mais c'est souvent le cas. Les structures en tout cas l'hébergement, parce que nous, donc voilà, là sur la dimension accès emploi, c'est aussi bien les structures, les personnes accompagnées dans le cadre de structures hébergement, accompagnement social que l'IAE, un besoin de mieux se rencontrer, de mieux identifier les dispositifs. Et je vous disais au tout début, c'est ce qu'on observe, une méconnaissance aussi de la part des personnes des différents dispositifs, mais il faut que les professionnels identifient mieux. Souvent, on s'y perd, il peut y avoir des spécificités aussi d'un territoire à l'autre. Donc vraiment, ce besoin de se rencontrer, d'échanger sur les dispositifs, et ce qui fait aussi souvent émerger du coup après des innovations ou des expérimentations. Mais du coup, là, on est vraiment là-dessus. Et ne serait-ce qu'on avait fait une rencontre à l'échelle de la région Île-de-France en fin d'année dernière, et déjà émergeait, enfin, c'est là où on se rencontrait, tiens, il y a une solution, la équipe mobile de garde, là, tel lieu, dispositif avec un accompagnement global, avec aussi des parcours d'insertion vers, par exemple, les métiers petite enfance. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, donc un besoin de se rencontrer, on en revient là, mais qui est extrêmement important et qu'on peut favoriser. Et peut-être juste aussi sur les enjeux politiques et concrets, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se jouer là dans le cadre de la préfiguration de la mise en place de France Travail, où l'enjeu est quand même, en tout cas, une ambition affichée justement de décloisonner, d'être davantage dans un accompagnement global et des personnes les plus éloignées, avec un meilleur maillage entre les acteurs. Donc voilà, là, je pense qu'il y a une carte à jouer de la part, voilà, service public de l'emploi, politique publique, que cette volonté se traduise réellement dans la future gouvernance de France Travail, donc aussi bien justement au niveau de sa gouvernance et sur le terrain. Là, par exemple, il y a les expérimentations en ce moment sur le RSA rénové. Voilà, là, par exemple, c'est hyper intéressant. Ça se joue. Bon, pour l'instant, on déplore le fait que les acteurs sociaux, IAE, accompagnement social et potentiellement garde d'enfants sont trop peu associés. Donc là, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer. C'est maintenant, c'est concret d'associer ces acteurs-là dans les expérimentations qui ont quand même vocation à préfigurer ce que sera France Travail demain et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ça marche. Et Colline, pour terminer, puis peut-être voilà, en 1 minute, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps de cette première partie d'atelier, c'est sur la partie sortie vers l'emploi classique, comment côté Sève Emploi, tu parlais d'expérimentation, c'en est une, tu pourras nous en dire quelques mots, comment Sève Emploi prend en compte cette dimension, notamment dans le travail avec les employeurs classiques?
Oui, du coup, je vais essayer d'être très brève. Effectivement, donc Sève Emploi, SEV, donc SIAE, Entreprise vers l'emploi, qui est un programme qui a été développé par la FAS, bon, peut-être très, très rapidement, hein, mais l'objectif, donc est déployé, depuis, 5 ans, maintenant, qui a vocation à rentrer dans le droit commun effectivement, qui est un programme de formation à destination des SIE pour qu'elles développent la relation entreprise via la médiation active et l'idée, c'est de démultiplier les mises en situation, les mises en relation et l'objectif étant de favoriser les sorties en emploi durable des salariés. Donc pour faire court, donc et l'intérêt effectivement quand on dit après sortie en emploi, toutes ces dimensions, c'est l'accès à l'emploi, c'est aussi l'accès à l'emploi en SIAE. Donc on a parlé tout à l'heure aussi les SIAE, comment elles peuvent s'adapter, adapter leurs horaires, adapter leur manière de recruter, en lien avec évidemment orienteur prescripteur. Et on a cet enjeu côté entreprise. Et c'est vrai que souvent quand même quand on parle aussi accès à l'emploi, on a un peu tendance à minimiser le rôle et la responsabilité des employeurs finaux, des entreprises, ou ça peut être dans le public, où il y a beaucoup d'efforts voilà, demandés au niveau des personnes, des structures d'insertion. Mais il y a aussi, et là nous on parle d'employeurs habilités, la capacité des entreprises, des employeurs à s'adapter, à adapter leurs conditions de recrutement, d'accueil, d'intégration des publics. Donc il y a effectivement un gros travail à faire et un besoin d'accompagnement. Et Sève Emploi, typiquement, s'est développé sur ce postulat et le confirme un constat que les employeurs qui déclarent d'ailleurs avoir le plus de difficultés de recrutement, c'est les TPE-PME, et parce qu'elles n'ont pas voilà, de services RH dédiés ou autres, enfin des plus petites structures où du coup le recrutement c'est quand même un métier. Donc il y a un besoin d'un accompagnement là-dessus. Et Sève Emploi, voilà, il faut aussi former davantage les SIE pour que les SIE ont ce savoir-faire, elles ont une expertise sur le recrutement, l'accompagnement, donc de pouvoir apporter un soutien RH au niveau des entreprises et du coup de travailler avec elles. Comment du coup peut-être revoir les offres d'emploi, la manière dont elles sont diffusées ou autres, ou le contenu pour du coup arriver plus facilement à recruter. Donc il y a un vrai besoin côté et forcément en travaillant ça, donc très concrètement, ça se passe à l'échelle d'un bassin d'emploi, c'est dans du relationnel, c'est la SEO à prendre son bâton de pèlerin, aller rencontrer les entreprises et du coup leur proposer un appui. Et en proposant un appui, ça peut être aussi potentiellement, peut-être que là les horaires, faut les revoir et du coup amener ces enjeux, alors dans l'absolu, mais notamment pour favoriser l'insertion des femmes, voilà, ou des fiches de poste, dire là, moi j'aurais une super candidate, sauf que voilà, elle a ses enfants à déposer à telle heure, du coup elle pourrait démarrer peut-être à 9h15 au lieu de 9h. Peut-être qu'on peut décaler d'un quart d'heure. Bon, sous la plupart du temps, l'entreprise en face va dire oui, effectivement, ça mange pas de pain. Donc voilà, ça va être vraiment des choses comme ça. Donc c'est de la dentelle, c'est du partenariat. Et on voit dans le programme Sève Emploi, alors déjà les structures qui elles-mêmes revoient aussi leur fonctionnement, puisque c'est de la conduite du changement, cette formation. Donc ça amène aussi les SIE à repenser leur organisation. Donc potentiellement elles-mêmes aussi, on observe des évolutions dans leur manière de recruter, d'être davantage aussi vers la mixité. Et du coup, dans la relation aux entreprises, et ça, vraiment, les conditions de réussite pour ça, c'est la rencontre entre la structure, l'entreprise et la personne aussi, puisqu'on dans Sève Emploi, vraiment, on favorise, même ça s'appuie là-dessus, sur la mise en relation, mise en situation, où toutes les immersions, justement, enfin, beaucoup. Et du coup, c'est aussi parce que l'entreprise aura rencontré la personne qu'elle va d'autant plus être capable de faire un pas de côté. Donc ça, c'est extrêmement important de développer vraiment cette rencontre entre la personne et l'entreprise. Merci beaucoup à toutes les 3 pour toutes ces réflexions et toutes ces pistes d'action concrètes. On aimerait avoir toute l'après-midi pour continuer à en échanger ensemble. Mais voilà, il nous reste une petite dizaine de minutes pour passer aux questions. Élodie, est-ce que tu en as identifié dans le chat? Oui, il y a beaucoup de questions et puis il y a beaucoup surtout de partage d'expériences. Vous l'avez dit Amélie, il y a un enjeu à ce que les informations circulent et ce qu'illustre notre chat aujourd'hui, c'est qu'il y a des professionnels de l'inclusion qui se sont échangés des tuyaux pour débloquer des situations et donc voilà, on a peut-être, en plus d'échanger des belles idées et d'avoir, réfléchi ensemble, pu débloquer des situations concrètes. Donc c'est, un premier point que je voulais partager avec vous qui me semble assez important. Il y a beaucoup, de questions qui tournent autour de la garde d'enfants, mais je crois qu'on en a, voilà, largement échangé et qu'on va peut-être pas y revenir malgré on voit bien que c'est un très gros enjeu, mais je suis pas sûre que vous puissiez dire beaucoup plus que ce que vous avez dit là. Il y a des envies de groupe de travail, sur le sujet. Et puis, il y a aussi des expérimentations, qui sont mises en avant comme, par exemple, les badges numériques pour valoriser, les approches par compétences plutôt que par diplôme, avec, l'envie de valoriser les métiers du care notamment, et d'y attirer des hommes. Donc moi, j'avais peut-être une question, pour vous, mesdames. Est-ce que,
Voilà. Bah, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que, en fait, il y a un enjeu à ce que la mixité se fasse dans les 2 sens et qu'on attire davantage d'hommes dans des métiers qui sont traditionnellement féminins? Je ne sais pas si ça vous inspire, ça inspire l'une de vous, Peut-être pour commencer, une amorce de réponse. Évidemment, en tout cas pour la démarche qui avait été la nôtre dans le rapport IGAS, ça venait c'était centré sur un rééquilibrage en faveur des femmes, parce qu'on notait une disproportion dans le nombre de femmes et d'hommes engagés dans l'IAE. Mais si on y réfléchit, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, le mouvement il est un peu dans les deux sens. Et toutes ces questions qu'on évoque de déconstruction des préjugés, des stéréotypes qui peuvent être attachés à un certain nombre de métiers, évidemment, ça va dans le sens avoir une approche par les compétences pour favoriser, pourquoi pas, ou en tout cas lever des obstacles et l'autocensure que des femmes peuvent avoir à aller dans certains secteurs d'activité, et réciproquement, évidemment, pour les hommes, pour se diriger vers certains secteurs d'activité qui sont plutôt réputés féminins. Et donc, cette logique d'approche par les compétences, de badge aussi, dont on parle dans le rapport, ça y concourt évidemment et au bénéfice des hommes et des femmes. Hein. Oui, et puis après, effectivement, là, tout à l'heure, ça a été évoqué aussi des difficultés de recrutement aussi, pour certaines structures. Bah, si on n'ouvre pas à la fois aux femmes et aux hommes, ben voilà, la moitié des demandeurs d'emploi, c'est des femmes, l'autre moitié, c'est des hommes. Si effectivement, on ne s'adresse qu'à une partie de la population, vous vous privez de la moitié des candidats. Donc, il y a aussi cet enjeu derrière l'égalité professionnelle et puis de se dire, bah, on va faire que l'accès il soit pour toutes et tous. On va aussi améliorer l'attractivité de la structure. Et puis, l'égalité professionnelle, c'est aussi un levier de performance. Et on sait bien que les structures de l'IAE, aujourd'hui, elles sont aussi attendues, finalement, en termes de résultats. Et plus on développera la mixité, et mieux seront les résultats, en fait. Une autre question, Élodie? Oui, merci beaucoup en tout cas pour tous ces apports. Voilà, je vois aussi beaucoup de voilà, questions donc sur le mot de garde et la sensibilisation des entreprises. Donc, vous l'avez un petit peu évoqué, il y a une question de sensibilisation des entreprises à la sortie. Voilà, est-ce que donc dans le programme SEV, vous travaillez ça? Est-ce que vous avez peut-être des bonnes histoires à nous partager ou des questions des réussites particulières sur ce sujet-là, sur la manière dont euh, ou dans la structure IAE ou en sortie, on peut adapter les pratiques de l'entreprise pour mieux répondre aux besoins des femmes. Alors, je ne vais pas forcément là avoir d'exemple précis. J'avais fait le tour de mes collègues équipe Sève Emploi avant qui avaient pu justement me dire un peu les éléments que je vous ai traduits. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire telle structure à tel endroit fait ça, mais en tout cas, ce que je disais plus généralement, le fait de travailler, c'est vraiment d'abord la rencontre entreprise qui permet en fait, ça veut dire clairement aller voir l'entreprise, dire bah voilà, j'ai votre offre d'emploi sous les yeux, vous demandez ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut revoir ensemble? Voilà, parce que moi, il se trouve que j'ai des candidats là, ou des candidates très motivés qui font tout à fait l'affaire, mais il y aurait une problématique. Je vous disais l'exemple des horaires, mais ça peut être autre chose. Voilà, et du coup, c'est le fait de travailler ça. Et après, finalement, on lève que ce soit évidemment là, sur des freins spécifiques aux femmes, mais pas que. Donc, c'est vraiment en passant par cette rencontre, en tout cas, qu'on peut du coup travailler ça. Parce qu'après, dans l'absolu, ça peut être facile de dire, voilà, bah oui, il faut travailler, il faut revoir dès l'offre d'emploi la manière dont elle est rédigée ou quoi. C'est autre chose d'aller vraiment en discuter avec l'entreprise qui l'a diffusée. Donc, c'est vraiment pour ça que je parle de rencontre, c'est la rencontre. Et la rencontre, c'est vraiment se connaître. Et comme je disais, là, on parle vraiment, on est à l'échelle de bassin d'emploi. Donc, c'est très concrètement. Et puis, SIAE ou pas, formé à SEV ou pas, c'est structures, hébergement, logement, qui accompagnent à l'emploi des publics qui sont hébergés, qui ont aussi des liens directs avec les entreprises. Et les entreprises, souvent, comme je vous disais, sont demandeuses, voilà, qui ont des difficultés de recrutement parce que souvent manque tout simplement de personnel dédié, surtout quand c'est TPE, PME. Donc, tout à fait demandeuse d'être accompagnée là-dessus.
Ça marche. Je vois que le créneau accordé à cet atelier se termine et on a une suite de programmes encore très riche. Donc, on va clôturer cet échange. Peut-être avec une petite touche d'humour du constat que nous ne sommes que des femmes autour de la table pour parler de ce sujet. Donc, merci beaucoup à Jérôme, Lucas et Franck notamment qui sont avec nous pour parler de ce sujet de la mixité qui n'intéresse pas que les femmes. En tout cas, un grand merci à nos 3 intervenantes, Farida, Colline et Amélie. C'était très riche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses et un replay ne sera pas de trop pour être sûr de ne pas passer à côté d'idées phares. Donc, un grand merci. Et puis, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos tableaux de bord sur notre site en ligne pour pouvoir vous questionner, regarder ce qui se passe sur votre territoire et puis voilà, peut-être enclencher des actions et les piloter. Voilà, un grand merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.